Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images ? Qu'est-ce que ces images disent de nous ? Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Et c'est le tout début de l'enregistrement, on t'a entendu dire. Génial. On est trop bien, il y a un petit rencoin, je vais le garder ça. Alors, avant de commencer, avant de dire pourquoi on est là aujourd'hui et avec qui je suis aujourd'hui, qui j'ai invité, il y a une citation qui m'est venue en tête pendant la préparation. C'est une citation de Cocteau dans le film Orphée, que j'adore, et qui dit « Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage ». Je trouvais que ça se prêtait bien à la fois au podcast, qui est un gros sujet de miroir, et puis aussi tout le travail qu'on a fait ensemble. Je vous le répète, j'exige. Et moi j'exige que vous ne touchiez pas à cette radio. Écoute, les miroirs Asseyez-vous et feraient restez bien tranquille, je vous prie. de réfléchir davantage. 3 fois. Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage. Vous êtes insupportable. Puisqu'aujourd'hui, la personne que je reçois, c'est Laetitia, une personne que j'accompagne depuis janvier, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Et donc, c'est un triple miroir, puisque c'est le miroir du podcast, le miroir du travail qu'on fait ensemble, etc., etc. Voilà. Alors, profite, Laetitia, c'est le moment, ton kiff de l'année. Voilà Je suis toute oui. voilà ce que j'admire. Non, alors blague mise à part, je le redis, parce que pour les gens qui me connaissent pas, je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant, et donc je suis hyper admiratif, vraiment, que tu aies pris le risque, donc déjà de te confronter à quelqu'un, mais je crois que ça, tu es quand même relativement ouverte au fait d'être accompagné, de voir un psy, de voir un coach sportif, j'en sais rien, ça je pense que c'est ok, mais là, de voir quelqu'un d'extérieur, d'une exigence extrême comme la mienne, et puis qui soit quand même, on peut le dire, c'est vrai, hors label, c'est-à-dire je suis pas psy, je suis pas complètement coach non plus, je suis pas prof non plus, un peu conseiller, et donc probablement peut-être un peu tout ça aussi, mais il fallait quand même être sacrément ouverte pour à la fois venir se confronter à un tel mur, telle difficulté, et un mur peut-être pas identifié en plus au début, quoi. Donc il fallait accepter quand même l'inconnu, et ça je voulais te le dire, je trouve ça assez beau, quoi, aussi. Et alors, un des sujets, c'est moi je suis assez admiratif d'une autre chose, c'est la capacité qu'ont des gens à demander de l'aide, parce que dans plein de situations on n'a pas la clé, et souvent soit on peut buter, soit on peut rester des années bloqué, et en fait le fait de juste solliciter de l'aide et de tout de suite trouver une solution, c'est à mon avis déjà une première clé pour se développer, une première clé pour avancer. De chercher la bonne personne, parce que parfois effectivement on n'est pas avec la bonne personne, ça marche pas, et je pense que j'avais dû te dire ça dès le début, c'est on se rencontre et on verra. Est-ce que ça fit, est-ce que ça fit pas, de chacun de nos côtés d'ailleurs, parce que moi aussi je peux dire non. Et puis voilà, pour trouver la ressource qui te manque. Donc là j'espère que j'ai été une bonne ressource. On va en parler après. Et j'en profite aussi pour te dire, il y a un truc je pense qui est difficile, mais tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs, parce que je suis très curieux aussi de faire le retour sur ce que toi t'as tiré et ce que tu penses de l'accompagnement. Mais quand même dans mon credo, je pense que tu l'as compris très vite, il n'y a pas de solution miracle. Je vends pas de rêve. Le développement, grandir, la croissance, c'est un travail qui est long, qui est personnel, c'est à toi de le prendre, et moi je suis juste un outil, peut-être un guide parfois, pour t'aider à te développer, pour te proposer des outils, te proposer des solutions, mais il n'y a pas de solution miracle en 5 ou 7 étapes, et il n'y a pas non plus de solution qui vient des autres. Ouais. Donc ça c'était du coup j'imagine des premières conditions, des premières choses que je t'ai exposées, et qui peut-être, je sais pas, t'as fait flipper. Ouais, grave. Ah, vas-y. Non mais alors ça c'est... Mais en fait quand on commence, c'est quand même un gros saut dans le vide. Le début avec toi, évidemment que on sait pourquoi on est là, mais après c'est tes conditions et c'est la façon dont tu travailles qui sont... Déjà c'est bien parce que c'est très clair, mais en même temps comme c'est très clair, ça peut faire un peu peur dans un sens, parce que tu te dis mais alors attends, est-ce que moi je fonctionne comme ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais... En fait... au fur et à mesure ça s'installe, c'est comme tout, c'est pas évidemment que tu nous fais pas commencer direct à fond, enfin voilà, c'est progressif, c'est des petits rappels, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit, et c'est vrai que méga saut dans le vide, le début, surtout en fait quand t'exposes les règles, je pense qu'il y a un moment où on se dit que c'est restrictif, que
que ça viendra pas forcément tout de nous, etc. Mais en fait, je pense que l'avantage, c'est que tu poses le cadre avec la confiance en même temps. C'est-à-dire que tu poses tes règles. Déjà, tu es très clair, mais tu permets aussi qu'on puisse se lâcher et qu'on puisse être nous-mêmes 100%. Tu vois ce que je veux dire ? Sur les règles ou sur la présence ? Sur la présence. En fait, mais oui, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que si c'est ta présence, c'est la relation que tu installes qui permet que tu puisses mettre ces règles-là. Parce qu'en fait, du coup, on peut se laisser aller, on peut ne pas se juger, qui est quand même c'est un peu la base quand même de cette relation. Mais quand même. oui, mais c'est la base, mais n'empêche que c'est pas évident, parce que dans la plupart des relations, même avec des gens très proches, t'as pas ce contexte-là de quelqu'un qui te dit mais non, mais il n'y a pas de jugement en fait. Ouais, c'est plus facile, je pense, avec moi qu'avec des proches. On n'a pas d'histoire en commun. On démarre avec une feuille Évidemment. blanche, donc pas de passé gênant. Mais c'est pas si facile quand tu rencontres quelqu'un de se dire qu'en fait il n'y aura pas de jugement. Et c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure sur ce que j'ai écrit au tout début de notre travail. C'est que c'est une des choses qui m'a frappé le plus, c'est ce sentiment d'être rassuré par le cadre que tu proposes, le cadre unique que tu proposes. Bah certes, tu adhères ou tu adhères pas, mais effectivement, la condition de base, effectivement, c'est d'adhérer, de se laisser un petit peu porter pour que ça porte ses fruits. Sinon, si tu essaies de changer le cadre, d'une certaine manière, même d'un point de vue psychanalytique, c'est-à-dire que tu es encore dans la non-acceptation de la vie, de tes conditions de vie, de tes forces, de tes faiblesses, etc. Et donc, le travail ne peut pas commencer puisque tu es encore à remettre en cause le cadre plutôt que de l'accepter pour avancer. Donc effectivement, l'intérêt aussi pour moi et puis pour les personnes que j'accompagne de le poser très fortement dès le départ, c'est il y a un cadre, dans ce cadre, on va faire des trucs de dingue, mais il faut déjà commencer par l'accepter. Si les gens ne l'acceptent pas, c'est aussi un test de est-ce qu'ils sont prêts ou pas à travailler ensemble. Ouais, bien sûr. Et en plus, je pense qu'il y a autre chose, c'est que tu peux imposer tes règles parce que si les gens suivent, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de le faire. Oui, c'est ça. Tu vois le cadre, il sert aussi à tester ça. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont envie de se prendre en main, est-ce qu'ils ont envie d'avancer ? Exactement. Parce que l'un des les profils avec lesquels je travaille pas, c'est les gens qui n'ont pas envie d'avancer. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un gros frein. Je peux pas les porter. Je sais que je suis pas capable de ça. D'où l'importance d'être très clair, parce qu'en fait, tu vois tout de suite. Moi, évidemment que ça m'a fait peur sur le début, et peut-être qu'il y avait plein de choses sur lesquelles j'avais des points d'interrogation, mais déjà j'avais le droit de te dire si j'avais des interrogations. À chaque fois que j'avais des questions, à chaque fois que je flippais, je pouvais te le dire. Et même si au début je n'osais pas te le dire, tu m'as donné le cadre pour que je puisse le faire. Mais j'avais vraiment envie. Donc même si j'étais flippée, bah j'y allais quoi. C'est les belles relations ambivalentes. Ça te fait peur, mais t'as quand même envie d'y aller. Je reviens sur un autre truc que tu as dit qui m'a fait beaucoup rire un peu dans nos conversations off. À quel moment tu as compris qu'il fallait réaliser le curseur de 70% de mon exigence ? Parce que moi-même, je cherche pas... Parce que c'est un truc qui est hyper important quand on travaille avec moi, je pense. Je suis un over-exigeant, ça c'est clair. Et donc c'est aussi finalement de mettre la barre très très haut, à la fois dans l'ambition d'équilibre personnel, de réalisation, de bonheur, de nouveautés, de relations sociales riches, etc. etc. Le curseur, il est toujours à 5000%. En revanche, même moi, j'essaie d'en atteindre 70-80 la plupart du temps. Donc à quel moment tu te dis en fait je vais essayer de réaliser 70, c'est incroyable. Parce que, alors je pense que c'est venu progressivement, mais c'est devenu très clair quand on a commencé à utiliser les outils. Parce que sur chaque outil que tu m'as présenté, à chaque fois que je commençais à travailler dessus, je peux les citer ? Oui, vas-y. Okay. Quand on a commencé à travailler sur la bucket list, sur la carte mentale, etc., à chaque fois, je commençais et puis je buguais. C'était trop dur parce que je voyais le truc et je m'en faisais un pataquès et tout. Et en fait, tu me disais, vas-y, fonce, il faut que tu essayes, il faut que tu te forces, que tu te mettes dessus, simplement sans te juger, etc. Et en fait, c'est en travaillant là-dessus, sur ces outils, que moi, je me mettais à 100% dessus, je donnais tout ce que je pouvais. Et j'avais parfois l'impression que je n'allais pas donner assez. Et en fait, c'est pendant les séances que je me dis, et je voyais les retours que tu faisais sur mon travail. En fait, je me disais, mais en fait, il fait exprès de mettre la barre très très haute. Parce que du coup, moi, je produis tout ce que je peux produire. Et après, on garde le meilleur. Enfin, on garde ce qu'il faut, quoi. Ouais, et puis d'une certaine manière, les outils, ils instaurent dès le départ une sorte de logique de joueur de tennis ou de joueur de foot ou de sportif de haut niveau. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, l'enjeu, c'est de perpétuellement être meilleur. Mais sauf que les outils, ils demandent qu'à chaque
itération où tu donnes le meilleur de toi-même pour que au moment clé, tu sois très très forte, pour que les joueurs soient les plus forts au moment clé pendant les matchs. Ouais. Pour autant, c'est le travail d'une vie. Et d'ailleurs, les outils, l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que finalement, tu y reviens maintenant toi naturellement et tu as compris qu'effectivement, tu vas les utiliser toute ta vie. Ouais. Il ne s'agit pas d'avoir un truc fini, propre. Si le truc est fini et propre, c'est que tu as arrêté de vivre. Ouais. Et théoriquement, tant que tu es en mouvement dans ta vie, effectivement, les outils vont toujours être actualisés, tu vas toujours aller chercher des nouveaux accomplissements. Ouais. Et je pense à un autre truc là sur la question que tu m'as posée, c'est que je pense que les 70% qu'on garde est vraiment le moment où j'ai réalisé que c'était finalement ok de garder 70%. C'est aussi dans la cohérence qui s'installe au fur et à mesure des séances. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une espèce de bascule parce que on a tellement travaillé, on revient sur les mêmes sujets, mais il y a une cohérence qui s'installe. C'est-à-dire qu'on commence à se rapprocher de ok, je maîtrise les outils, je commence à comprendre où est la direction que tu veux prendre, alors qu'avant, toi, tu drives vraiment la séance. C'est ça qui fait que c'est très exigeant et très dense, parce qu'on aborde plein de choses, et moi, je sais pas où est le cadre. Toi, tu sais où tu vas. Tu vois, tu poses le cadre, mais moi, Du je coup, suis c'est à mon rythme, donc c'est perturbant, vu que c'est pas ton rythme, tu sais pas ce qui va se passer quand on va te demander de l'énergie, etc., etc. Et avec le temps, en fait, la cohérence s'installe, tu sais où tu vas, on prend ta direction, mais avec notre vécu, quoi. Et là, c'est là où on comprend que elle est là la barre qu'il faut garder. En fait, elle est là l'exigence. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Et puis en vrai, ça marche pour tout le reste. C'est-à-dire qu'en vrai, dans la vie, c'est pareil. Si tu fais du 70%, tout est OK. C'est exactement ça, ouais. Alors, dernier point d'admiration, le fait de faire confiance à l'inconnu, de lâcher prise, de te laisser complètement porter par quelqu'un dans une direction, c'est une pure forme de lâcher prise. Oui, complètement. Qui repose sur la confiance dans l'autre, mais qui te demande aussi à toi de te faire confiance. Ouais. Mais c'est le pas que tu décides de faire quand tu commences à entamer un travail comme ça, en fait. C'est que oui, tu fais confiance à la personne qui t'accompagne, mais si tu te prends en main pour faire ce travail, peu importe la personne avec qui tu travailles, ça veut dire que tu as déjà fait un pas vers toi-même en te disant, bah voilà, c'est ça la direction que je veux prendre, c'est sur ces choses que je veux travailler, c'est sur moi que je veux investir, on en parlait tout à l'heure. Ouais, le gros investissement, l'investissement le plus important. Ouais. Et ouais, bien sûr. Et c'est peut-être pas conscient sur le moment, mais c'est évident quand tu commences, maintenant avec quelques mois de recul, c'est évident que je me suis tendu la main au moment où j'ai commencé à travailler avec toi. Parce que... Alors du coup, si je reviens là-dessus, moi j'ai l'impression que tu t'es tendu la main au moment où tu m'as écrit, en fait. Parce que c'est ma théorie personnelle, mais ma théorie, c'est que le plus difficile, c'est de décider les choses. Une fois que tu as décidé les choses, finalement, la première action, puis mettre en place, puis les itérations, c'est pas tant difficile que ça en termes d'effort mental et en termes de réalisation, mais le fait de les décider, c'est-à-dire dans ton fort intérieur, de te dire que c'est ça que tu allais faire et que tu vas le faire, paradoxalement, ça paraît immense, j'ai l'impression. Une fois qu'on a fait ça, donc pour moi, vraiment, l'élément clé, il y en a deux. C'est quand tu m'as envoyé un premier message, tu m'as demandé est-ce qu'on pouvait se voir, etc. Et quand on s'est parlé pour la première fois, parce que là, il y a fit ou il n'y a pas fit. Et c'était le deal dès le départ, qu'il fallait que toi t'en vis, il fallait que j'en vis. Bon, comme il y a eu fit, on est là. Tu veux raconter, du coup, la première fois qu'on s'est parlé parce que là, c'est un choc. Tu me racontais tout à l'heure en off, mais c'est très, très drôle quand même. C'est énorme. Mais parce qu'aussi, il y avait un gros décalage sur l'environnement dans lequel j'étais. Quand on s'est parlé pour la première fois, moi, j'étais à l'étranger, j'étais au Brésil. J'étais sur la plage complètement paradisiaque, je faisais du kite. Et j'avais ramené mon ordi pour l'occasion, j'avais pas touché à mon ordi pendant 3 semaines. Et bon, il y avait ce Zoom qu'il fallait que je fasse et je savais que c'était important. Donc il y avait quand même un truc ça va rythmer ma journée, ça va être décisif. T'as quand même senti que c'était un moment clé pour toi ? Ça, c'était évident. Et c'est pour ça que j'ai ramené mon ordi là-bas. Enfin voilà, c'était vraiment, je savais qu'il fallait que, d'ailleurs j'en avais parlé, je t'avais pas rencontré, j'étais avec des gens et je leur avais dit, là j'ai un call, c'est important. C'est très drôle, tu avais senti l'instant, c'est drôle. Et ces mêmes personnes qui étaient là, j'ai continué à avoir des longs rapports avec eux après ça. Et je leur en ai reparlé, je leur ai dit, tu te souviens le Zoom que j'ai eu sur la plage de Jericoacoara au Brésil ? Et bah voilà, aujourd'hui, voilà où ça m'a amené. Donc c'est fou. Et en fait, on a fait un Zoom, on a commencé, c'était très au début basique tu me poses les questions, tu poses des questions de voilà, qu'est-ce que tu fais, où tu en es, etc. Mais ça va très vite dans le plus important.
Tu vas quand même très vite. Alors du coup, avant de rentrer dans le plus important, du coup, si je fais, parce que comme c'est naturel, je fais juste une intro pour les gens qui vont nous bien écouter. sûr, évidemment. Donc là, on en est arrivé à... J'ai dit ce que j'admirais de toi dans la démarche, parce qu'il y a plein d'autres choses que j'admire, évidemment, tu le sais. On s'est rencontrés parce que du coup, j'ai le droit de dire que j'ai accompagné ton frère. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai accompagné ton frère il y a quelques années. Il t'a donné mon contact. Tu m'as écrit. On s'est rencontrés. Donc du coup, ce que tu viens de raconter par Zoom quand tu étais au Brésil. Alors, je te donne mon sentiment et ensuite tu complètes parce que ce qui m'intéresse, en vrai, c'est ton sentiment. Tu étais en fin de premier cycle universitaire. Tu te posais des questions sur l'année prochaine, sur l'année de césure que tu as envie de réaliser. Qu'est-ce que tu as envie d'aller y chercher? Tu voulais faire le point. Moi, c'est ce que j'ai retenu, je crois, à l'époque. Ouais. Et après, je serais curieux. Ouais, et après, du coup, toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu recherchais d'autre? Alors, moi, je pense que je me posais déjà des questions depuis un moment. Je savais que j'allais arriver à un moment où j'avais envie d'être accompagnée. Mais je savais aussi que j'allais être exigeante sur la façon dont j'allais être accompagnée. Et donc, j'avais commencé déjà à regarder, à faire mes petites pistes, à envisager des options, etc. un peu de mon côté, parce que je me disais, si j'arrive pas à trouver un fit, va falloir que je me débrouille toute seule. Mais j'avais quand même cette sensation de vouloir faire un vrai travail, surtout que ça faisait 1 an que j'avais commencé un travail thérapeutique. Enfin, j'avais commencé à avoir un psy, il y avait plein de choses qui se mettaient en place en parallèle de ma vie académique, d'étudiante, voilà. Et donc, j'avais pas envie de faire un travail uniquement d'orientation, tu vas postuler à ce master, tu vas aller là. Et j'avais surtout pas envie qu'on me casse dans une boîte, enfin, qu'on me rentre dans une... A priori, sur ce sujet-là, t'as tapé à la bonne porte, je crois. Voilà. Donc j'ai eu de la chance, je suis très bien tombée parce que c'était vraiment mon critère numéro 1. J'en avais parlé, c'était très clair pour moi. Et c'est pour ça que j'ai d'abord voulu faire c'était très bien qu'on se voit en Zoom, enfin qu'on se parle avant pour se rencontrer, etc. Parce que tu parlais du fit tout à l'heure, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Est-ce que tu veux dire le nombre de fois où je t'ai écrit quand tu voulais m'écrire et vice-versa, et les moments clés comme ça de l'année? Parce que ça, c'est un truc, je trouve, qui est vraiment important. Et si, au-delà de moi et de nous, ce qu'on a fait, ce qu'on fait, et de notre relation, quel que soit l'accompagnement, que ce soit quand vous cherchez un psy, etc., je pense qu'il y a un conseil à donner, et c'est pareil pour les relations sociales, à mon avis, ce qui compte, c'est le fit. Ouais. Et ce truc, quand même, ça, moi, personnellement, du coup, comme je suis là-dedans, c'est vrai que ça m'arrive tout le temps, mais c'est un sentiment quand même dingue quand tu as l'impression de tout le temps être sur la même longueur d'onde, que c'est facile, et je crois que c'est pour ça qu'on a pu faire aussi du travail de qualité. Bien sûr. Ça t'a surpris? Évidemment, mais ça c'est d'autant plus surprenant pour moi, parce qu'il y avait un contexte dans lequel tu avais accompagné mon frère, et que je savais que tu t'entendais bien avec lui, mon frère avait une très bonne relation avec toi, je savais que... Et que vous êtes extrêmement différents, c'est ça que tu veux dire? Et que, voilà, on a des personnalités totalement différentes, on a des ambitions qui sont complètement différentes. Donc moi, je me posais énormément de questions. Donc c'était d'autant plus surprenant pour moi. Et j'ai su dès le premier rendez-vous. J'étais plus anxieuse. J'étais un petit peu anxieuse avant parce que je mettais de l'espoir, entre guillemets, dans cette opportunité. Et j'ai été tout de suite rassurée parce que je me suis dit, ouais, là, il y a un truc. Et surtout, et après, au deuxième rendez-vous, d'autant plus... Du coup, le deuxième rendez-vous, comme moi, tu sais que la mémoire, c'est le deuxième rendez-vous, c'est qu'on a déjeuné ensemble à Paris. Le deuxième rendez-vous, on a fait un deuxième Zoom à Paris. C'est pas donc quand on a déjeuné ensemble, c'était la 3e fois qu'on s'est vu. Ouais, exactement. Là, j'étais dans un café à Paris, je venais de rentrer du Brésil. Café très bruyant, je m'en souviens. Café bruyant, effectivement, ouais. Et c'était cata totale ce café, mais bon. Effectivement, ça c'est la deuxième fois et je me souviens être sortie du café. En plus, je revenais du Brésil, de mon expérience et tout. Et ça m'a redonné un coup de boost en me disant, ok, là je vais commencer un autre chapitre. Ça va être fort, ça va être bien. Ouais, en fait, en vrai, il y a un dernier truc que j'admire, c'est que moi j'ai le sentiment quand même que t'es venu parce que tu voulais prendre du recul. Et je sais pas si tu te rends compte quand même de ta pugnacité et de l'engagement que t'as pris pour toi en commençant ce travail du coup ensemble, parce que c'est extrêmement exigeant et on va y venir après, mais est-ce que maintenant avec le recul tu te rends compte à la fois du cadeau que tu t'es fait mais aussi de ta force, c'est-à-dire de faire face à ça? On se voit toutes les semaines a priori je crois, depuis janvier, j'appuie tout le temps là où ça fait mal avec le sourire, mais tout le temps là où ça fait mal. Et du coup, tu te rends compte de ça maintenant? Tu te rends compte ou pas? Alors maintenant, je m'en rends beaucoup plus compte. J'ai beaucoup plus de notions de ce que j'ai accompli pour 2 raisons. La première, c'est que tu me l'as beaucoup répété. Donc au bout d'un moment, ça rentre.
Et la deuxième, c'est parce que j'ai observé un décalage avec les gens autour de moi. J'ai 21 ans, pour poser un peu de contexte. Autour de moi, mes amis n'ont pas du tout fait ce genre de travail. Ils sont pourtant au même point que moi, c'est-à-dire qu'ils finissent leur dernière année d'école de commerce. Et j'ai vraiment observé un gros décalage d'abord pendant le semestre, parce que je fournissais un travail extrêmement exigeant en parallèle de la fin de mes études. Et de réflexion, d'ambition, de façon d'envisager ma vie. Voilà, des choses qui sont beaucoup plus complètes. Que c'est pas que se poser la question de ce qu'on va faire l'année prochaine. C'est établir un plan, se connaître, s'anticiper soi-même, tricher avec soi-même. C'est établir plein d'autres choses. Ça, c'est les mots-clés de la 7e Ange. Ouais, Tricher avec sûr. soi-même, on va y revenir. Mais donc c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, évidemment, que maintenant je me rends compte parce que je vois avec plus de recul par rapport à mes amis, par rapport à mon entourage, même des gens qui sont plus âgés que moi, qui sont dans d'autres stades de vie et avec qui je vois... Ouais, parce qu'on travaille en partie sur... il y a la conscience de soi, la connaissance de soi, tu l'as dit, mais aussi sur la maturité émotionnelle, la maturité avec laquelle tu abordes les problématiques, qu'elles soient d'orientation, de projection ou d'acceptation des situations, d'anticipation, etc. Et donc ça, effectivement, ça te rend quand même plus forte. Alors du coup, rentrons dans le détail. La première partie, j'appelais ça « Oser se regarder dans le miroir ». C'est très bien trouvé. Ouais, c'est moi le miroir, évidemment. C'est très bien trouvé. Et alors, c'est rigolo, toi maintenant avec le recul, avec le travail donc, que tu as fait, est-ce que tu crois que les gens... Parce que moi, je me posais la question, comme moi je me regarde en face, et que, du coup c'est pour ça que je peux le faire, et tu l'as vu dans les séances, que je me connais bien, etc. Je suis toujours curieux de savoir, tu penses que si les gens le font pas, ou si les gens ont peur, parce que oui, je reviens sur un point quand même, c'est que, encore une fois, pour moi, la qualité ou l'enjeu, il est d'avoir fait ce travail, d'avoir osé faire ce travail. Et pour moi, la différence, elle est là. C'est-à-dire entre ceux qui arrivent à faire des choses et les faire de manière heureuse, ou qui arrivent à faire des choses alors qu'ils n'en étaient pas capables, et ceux qui ne le font pas et qui se plaignent. Pour moi, la différence, elle est là. C'est-à-dire le fait de se regarder en face, le fait de se prendre en main. Et donc, ma première question, c'est est-ce que tu crois que les gens ont peur de se faire face? Tu crois qu'ils ont peur de voir ce qui sommeille à l'intérieur? Ils ont peur de se faire face et qui ont peur de voir ce qui sommeille à l'intérieur? La plupart des gens, oui, largement. Et même parce que se regarder en face, c'est très large comme travail. C'est pas que se regarder dans ses émotions, c'est pas que se regarder dans son travail, dans ses compétences. C'est très très large. Ça prend du temps. Et parfois, non seulement c'est difficile de le faire, d'avoir la démarche de se regarder et tout ça, mais parfois on n'a pas la patience parce que c'est un travail de longue durée et donc c'est épuisant, ça peut être épuisant, mais et la peur aussi c'est parce que ça demande vraiment une ouverture d'esprit de s'accepter. Donc en fait au-delà de se regarder en face, il y a aussi, une fois qu'on s'est regardé, c'est d'accepter ce qu'il y a en face de soi. Du coup, ce qui est en face de soi, c'est ce que tu découvres de toi. Exactement. C'est le fait de dire, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Après, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je vais en faire? Ça, on le fait ensemble. Exactement. Mais du coup, dans un premier temps, ce que tu dis, c'est dans le miroir que je t'offre, la première étape, effectivement, c'est la phase de conscience. Et donc, d'ailleurs, dans le travail qu'on réalise, toute la première phase est vraiment une phase de conscience de soi, avec la carte mentale notamment. Et ce qui est fatigant, c'est ça. C'est de constater des choses. Un petit peu, en fait, c'est une sorte de thérapie accélérée. Donc, tu sors tout ce qu'il y a tout ce qui est caché, tu le regardes, et ça, c'est fatigant émotionnellement. Ce qui est fatigant, c'est que c'est en plus dans une perspective de futur. Et donc, parfois, pour moi, par exemple, c'était très compliqué de me projeter dans un premier temps. Et je me souviens très bien. Il y a toute une phase où tu étais incapable de te projeter. C'était très compliqué parce que ça me faisait peur. Et donc, c'était pas que de me regarder en face qui faisait peur. C'était aussi parce que c'était dans une perspective de long terme, de vie. Et quand on a 21 ans, moi, personnellement, j'avais pas envie de me dire mais je vais me projeter, je vais avoir mon plan dans 20 ans, etc. Sauf que c'est pas vraiment ça. C'est juste histoire d'ouvrir l'horizon et de se permettre plus de choses. Ça veut pas dire qu'on va stick to the plan. Ça veut pas dire qu'on va se
se maintenir au plan initial. Ça veut simplement dire qu'on ouvre l'horizon. Mais ça met prend un du petit temps. peu de temps. Ouais. Ouais. Alors c'est marrant parce que du coup ma question suivante c'était pourquoi tu t'infliges ça. Donc c'est une très très bonne Pourquoi tu t'infliges ça? Parce que d'abord c'est même si c'est exigeant, c'est apaisant. C'est parfois dur, mais en fait le nombre de séances duquel je suis sortie avec une boule d'énergie partout dans mon corps parce que je sens que j'avance vers la bonne direction, que j'avance vers moi-même, que je me développe, etc. Alors oui, il y a des moments où parfois je comprends pas, je suis bloquée, etc. Mais en fait, la balance est très vite faite. Donc je m'inflige ça, mais il y a tellement de plus que je ne m'inflige rien en fait. Je me lance dedans, je plonge même parce qu'il y a tellement de plus dans tout ça, dans tout ce travail. Et puis surtout, c'est pas un travail qui se perd. C'est pas un travail qui est amené à ne plus être valable dans un an ou deux parce qu'on a évolué. C'est un travail qui nous accompagne. Et ça, c'est un truc que tu m'as souvent répété. Alors, est-ce que du coup, il y a deux choses que tu as dites qui sont à mon avis très importantes pour les gens qui vont nous écouter. La première, je l'ai notée, j'espère que c'est ce qu'on fait, c'est d'avancer vers toi-même. Et peut-être quand on va détailler un petit peu ce qu'on fait ensemble, comment on le fait ensemble, c'est quand même le credo de ce que je fais, c'est effectivement mieux comprendre le monde et mieux se comprendre soi pour être plus libre, pour réaliser plus de choses, etc. La deuxième chose que tu disais, qui à mon avis est essentielle, c'est qu'effectivement c'est un travail qui, je l'espère en tout cas très immodestement, va au-delà du quotidien, va au-delà du temps présent. Mais est-ce que tu arrives à dire pourquoi? Est-ce que tu as réussi à identifier maintenant pourquoi c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie? Déjà parce que la connaissance de soi, c'est toute sa vie. Et les outils sont là pour ça. Parce que dans un sens, on peut les actualiser. Ça donne des pistes pour structurer sa pensée aussi. Structurer ce qui nous arrive. Structurer la pensée de soi, pas la pensée intellectuelle. Ouais. Exactement, ouais. Ça permet de gérer des situations en utilisant un schéma qu'on a déjà utilisé avant, mais réactualisé. Alors il y a ça, du coup si je peux me permettre, il y a ça, effectivement tous les outils ils sont évolutifs et donc tu peux les utiliser toute ta vie, donc ça te donne effectivement une sorte de canevas pour gérer ta vie, mieux te connaître, avancer, passer aussi au filtre, les projets que tu as envie de réaliser, ceux que tu n'as pas envie de réaliser, etc., etc. Et en ça effectivement c'est évolutif, mais à mon avis, si ça dure pour la vie, c'est pour un autre sujet, c'est parce que je sais pas si tu te souviens au tout début quand je te harcelais pour... c'est une blague pour ceux qui ne me connaissent pas. Quoi Je te harcelais, c'est une blague. Oui, évidemment. Parce que nous, on se connaît. Donc, quand je te tannais, je sais pas si tu te souviens, quand on faisait la carte mentale, à chaque fois, je te demandais quoi? D'aller chercher l'idée derrière. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Peut-être c'est la différence de ce qu'on a fait ensemble. C'est qu'on essaie vraiment de presser l'orange jusqu'à, même pas jusqu'au jus, mais jusqu'à l'extrait, pour avoir vraiment l'extrait de soi, les émotions les plus profondes, les désirs les plus profonds. Et c'est ça, à mon avis, qui peut permettre de faire durer l'intérêt du travail. C'est que on essaie de toucher le plus possible au cœur de soi, aux désirs les plus profonds. Et donc, 5 ans après, les désirs les plus profonds, ils n'ont pas changé. Alors que quand on fait un travail superficiel, 6 mois après, effectivement, il y a une autre mode, on désire autre chose, etc., etc. Et je pense d'ailleurs que c'est en faisant ça, en allant au fond de sa pensée à chaque fois et au fond des choses, même si c'est un petit épisode qui paraît sans vraiment tellement de saveur, sans tellement d'importance, en fait, en allant au fond de la pensée, même pour quelque chose d'un peu futile, ça permet de libérer tout le reste. Enfin, ça permet d'avancer en fait dans la bonne direction, au plus proche de soi et au plus proche de... C'est le fait de presser cette orange justement. Parce que ça, t'as l'impression d'avoir acquis le mécanisme. Ouais. En tout cas, pas forcément de façon consciente, mais je m'en suis rendu compte. C'est encore mieux si c'est désormais inconscient. Tu sais, c'est les 4 stades pas du développement, mais de la connaissance. T'as pas conscience de ta non-connaissance, puis t'as conscience de ta non-connaissance, puis t'as conscience de ta connaissance, puis t'as inconscience de ta connaissance. Et en plus, je pense que c'est le fait de se rapprocher de ça que tu nous pousses aussi à presser l'orange, à aller au plus proche de cette pensée, de cette émotion et tout, qui permet aussi de débloquer des choses qui sont installées depuis longtemps. Je t'ai parlé il n'y a pas longtemps de la procrastination.
Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens, j'en suis très très fier. Et c'est une des choses que je faisais beaucoup et ça me mettait. Je procrastinais beaucoup sur des choses qui étaient soit extrêmement pénibles pour moi ou très futiles. Et je me mettais dans des situations compliquées qui étaient. Voilà, c'était difficile. Et je n'ai pas travaillé sur la procrastination directement avec toi. C'est en travaillant avec toi et en allant au plus proche de mes émotions, de mes pensées quand j'avais des difficultés ou quand j'avais quelque chose de fort qui m'arrivait, etc., que j'arrive à débloquer ça. Donc ça n'est pas qu'un travail direct de... Oui, ça c'est à la marge, d'une certaine manière. Ouais. Oui, parce que du coup, la procrastination, c'est jamais... Entre guillemets, on est dans des sujets plus profonds et on peut aborder des problématiques de développement personnel à la marge, mais c'est pas tellement le cœur de ce qu'on fait. Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le travail qu'on fait, ça débloque des choses inconsciemment sur d'autres choses qui sont plus personnelles. Et c'est ça le but du travail. C'est ça qui fait que ça va durer. Je suis d'accord. Alors j'ai une autre question. C'est, je te demandais tout à l'heure pourquoi tu t'infliges ça. Moi j'ai une petite piste. Est-ce que tu crois que c'est parce que, en tout cas je m'interrogeais avant qu'on se voit, est-ce que tu crois que c'est parce que tu as un intense désir de vivre? Parce que je fais une demi-parenthèse. Moi j'ai quand même très bien en tête le moment où j'ai choisi de vivre. Ça, je sais pas si tu es consciente de ça. Il y a un moment où tu peux te plaindre, où tu peux laisser tomber, où tu peux juste t'ennuyer. Et il y a un moment où tu as un déclic et non, tu choisis de vivre. Est-ce que du coup, il y a un truc comme ça pour se frotter à ça, pour faire tout ce travail, mettre cette énergie, alors qu'effectivement, cette année, tu as dû faire ton mémoire, tu étais en fin d'études. Est-ce que c'est aussi un désir de vivre et donc d'une certaine manière de mieux comprendre ton fonctionnement, de mieux comprendre celui des autres? Parce qu'en miroir, il y a toujours ça aussi. Plus tu te comprends, plus tu comprends comment fonctionnent les autres. Tu interagis mieux avec les autres. Et puis aussi et ça je crois quand même, que tu veux toujours grandir, te renouveler, t'enthousiasmer, t'émerveiller. Est-ce que du coup c'est ça qui t'a porté, tu crois, ou c'est... Je pense que ça évidemment que ça en fait partie. C'était peut-être pas aussi conscient que pour toi, mais ça faisait partie d'une dynamique dans laquelle j'étais depuis que j'avais commencé à travailler sur moi. Et puis que j'avais un peu élargi mes horizons en partant au Brésil pour un échange, etc. Je te l'ai dit plusieurs fois, mais c'est arrivé vraiment à un timing qui était parfait pour moi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de faire les choses ou de prendre des décisions qui soient vraiment les miennes, qui soient libres, en pleine conscience et qui correspondaient vraiment à qui j'étais. Et ça demandait ce travail. Parce qu'en fait, j'aurais pu choisir des choses qui correspondaient à ce que je dois faire, qui m'intéressent un peu et qui correspondent bien à un bon chemin. Mais c'était tellement pas mon intention. En fait, mon désir, c'était vraiment d'aller au plus profond de moi-même pour faire mes choix librement, pour faire mes choix en pleine conscience. Quitte à changer après, ça, c'est pas grave, c'est l'évolution de la vie. Mais l'idée, c'était vraiment de me dire, je vais pas me tromper, pas parce que j'aurais fait un vrai choix bien pensé, mais je vais pas me tromper parce que ça viendra vraiment de moi. Alors, c'est marrant parce que c'était exactement ma question suivante, c'est-à-dire, je me demandais, est-ce que tu étais venu chercher un chemin de liberté? Mais alors du coup, je reformule la question que j'avais écrite au départ. Est-ce que tu étais venu chercher la confiance nécessaire à faire un choix de liberté? Oui, je pense. La confiance, c'est certain, parce que ça demande plus que des couilles, entre guillemets. Ça demande vraiment une tranquillité que j'avais pas, je pense. Ou en tout cas des ressources. Des ressources qui étaient importantes, que moi, j'avais pas encore débloquées. Je pense c'est vraiment une question. En fait, ça vient jamais que de toi. C'est toi qui les déclenche. Moi, je donne que 50-50, tu sais, c'est la règle. Exactement. Et donc, c'était l'outil dont j'avais besoin, c'était que toi, tu viennes les chercher en moi, que tu les débloques. Et j'ai écrit là-dessus il y a pas longtemps, c'est que ce travail-là, il a fait rejaillir quelque chose qui est tellement profond, qui vient vraiment de moi, mais qui n'était plus stimulé ou qui n'était pas stimulé et qui me permettait pas de faire ces choix-là. Qui était endormi ou peut-être que toi-même t'avais oublié les qualités que t'avais, tout ce que t'étais capable de réaliser. Et donc si je comprends bien, si je synthétise, le travail t'a permis de réidentifier à l'intérieur de toi-même les qualités que t'avais et sur lesquelles tu pouvais t'appuyer pour avoir la confiance nécessaire à réaliser ce que t'avais envie de réaliser, à prendre les risques qui sont les tiens et à faire ton chemin de liberté, mais par toi-même et sur toi-même. Oui, carrément. Et je rajouterais même que ça permet aussi d'élargir ses horizons sur des choses qu'on n'a même pas envisagées
qui sont en dehors de nos intérêts, de nos désirs, etc. Mais ça donne confiance parce qu'on s'imagine, on sait, on comprend qu'en fait, une fois qu'on a ces bases-là, de confiance, de connaissance de soi, qu'on peut tout aborder en fait. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est vraiment la liberté. Et alors ça, comment ça se passe? Comment tu as eu le sentiment que tu pouvais aborder d'autres horizons? Où a été le déclencheur? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est une conversation au moins qu'on a eue? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que finalement il y avait autre chose, quoi, que tu pouvais aller chercher aussi complètement ailleurs? Bah, ça vient, je pense, d'abord par la sensation d'accomplissement que j'ai eue récemment, mais voilà, après un certain temps de travail avec toi, où vraiment là, les accomplissements sont clairs. Il y a une évolution, elle est claire. On la sent, les gens le voient. Donc ça vient un peu de là, évidemment, de se dire oui, là j'ai touché quelque chose, ça donne confiance. Et en fait, si on est capable, par exemple, moi dans mon cas, le nombre de fois où tu m'as dit de tester des formats de vidéos, de me lancer, en fait, ça ne résonnait pas. Mais ça ne résonnait pas parce que j'étais pas encore là. Mais tu as travaillé dessus. Tu m'en as parlé plusieurs fois. Oh oui. Et puis après, il y a eu un déclic. Et c'était peut-être une question de timing. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ok, je vais partir au Brésil. Et je vais faire un documentaire. Et je suis partie je devais tester des formats, à dire, ok, j'ai mon format, j'ai mon histoire, j'ai mon truc, et j'y vais. Et je vais le tester sur place, toute seule, dans un pays potentiellement dangereux quand j'ai une caméra à la main. Et en fait, une fois qu'on fait ça, peu importe le résultat. Une fois qu'on a fait ça, moi personnellement, j'avais décidé de faire ça, je suis allée au bout du truc. Ça veut dire que... Et les gens ont halluciné. Moi, je viens d'un background où je sors d'une école de commerce. Je ne suis pas du tout destinée à faire ça. Et pourtant, t'es quand même, si je peux me permettre, t'es quand même une fonceuse. T'es une fonceuse, t'oses faire des choses, tu tentes des choses, t'es à l'aise avec les autres, tu peux te lancer dans des projets. Là, c'est vrai que c'était un projet quand même assez risqué. Avec, en tout cas, une prise de risque à tous les égards, même une prise de risque, toi, entre guillemets, pour l'image que tu peux avoir vis-à-vis des autres, de ce que tu leur as partagé, de ton intérêt pour aussi ces sujets. Ouais. Non, mais... Et donc là, alors raconte ce switch, parce que ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur quand tu passes de j'aimerais bien oser faire des choses à waouh, j'ai fait un truc dingue qui a scotché tous mes proches. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est ça qui te permet, du coup, qui t'a permis d'ouvrir tous les horizons et te dire en fait... Je pense que ça, c'était un gros pivot. Parce que l'idée, elle est venue assez rapidement. J'avais mon sujet, j'avais mon envie. Et c'était tellement, je pense que tu l'as senti, mes proches l'ont senti. J'étais tellement animée par mon projet. Ça pouvait pas ne pas se faire. Après, là, il y a mon côté fonceuse qui est ressorti. Donc là, Du coup, le côté fonceuse, c'est une des caractéristiques positives sur laquelle repose ta confiance. Peut-être que tu avais un peu oublié. Oui, exactement. C'est exactement ça. Ça faisait 4 ans que j'avais l'impression que ce côté-là était disparu. Et je me voyais un peu comme quelqu'un de, du coup, pas ambitieuse. Je me voyais vraiment pas de la façon dont vraiment je suis. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je la lâche pas du tout. Et donc là, j'avais cette idée. Oui, ça c'est une autre de tes qualités, la pugnacité. Et donc, j'avais cette idée, c'était tellement... ça vraiment me prenait, ça venait me prendre aux tripes, ce sujet-là. Et en fait, le fait d'aller jusqu'au bout, parfois il y a eu des moments difficiles de tournage, des difficultés, je suis tombée malade, voilà. Mais je suis revenue avec mes rushs, j'avais tenté des trucs et tout. Et je m'étais dit, ok, mais si je suis capable de faire ça, ça veut dire que je peux faire autre chose qui n'a encore rien à voir. Ouais, alors du coup, il y a deux choses qui sont hyper intéressantes dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que quoi qu'il se passe, quand tu as été lancé, tu as accompli. Ouais. Et tu as été malade au Brésil, seul, dans une chambre d'hôtel. Ouais. Enfin, c'est quand même, tu aurais pu lâcher, mais tu n'as pas lâché, tu as gardé la direction, tu as accompli ce que tu étais venu accomplir. Et donc là, c'est comme ça qu'on construit de la confiance aussi, parce que du coup, tu te prouves des choses. Ouais. Et du coup, le deuxième raisonnement, c'est ça, c'est que tu t'es prouvé que tu pouvais faire des choses. Et donc maintenant, assez naturellement, ton cerveau, il se dit, en fait, je peux refaire n'importe quoi, puisque Exactement. quand je me lance dans un truc, j'y vais, je fonce, je lâche pas et je le réalise. Exactement. Ouais. Et ça, c'est sans prix. Enfin, c'est tellement unique. Après, chacun a sa personnalité, chacun a ses projets. Ça peut prendre des formes différentes.
mais c'est plus que la confiance que j'ai reprise. C'est aussi ce que je suis vraiment allée toucher du doigt quelque chose qui est très profond. En fait, je suis revenue connectée avec moi-même. Et ça, cette sensation, une fois qu'on l'a redébloquée, ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que le travail va durer. En fait, moi, je pense qu'au-delà C'est un repère. C'est un repère pour toi de quand j'ai fait ce projet, qui est peut-être pas le bon, mais on s'en moque, j'ai ressenti une émotion que je veux ressentir dans tous les projets que je mène. Et c'est ça qui permet d'être au plus proche de toi et de continuer d'être au plus proche de toi, peu importe que les projets changent. Ouais, c'est ce que tu veux dire ? C'est exactement ça. Exactement. On est toujours sur la même longueur d'onde à ce que je vois. Comment ? On est toujours sur la même longueur d'onde à ce que je vois. Non, mais c'est exactement ça. Alors, chapitre 2, ce que je voulais évoquer, c'était un petit peu la recherche de la 7e orange. Donc, c'est un petit peu le concept des accompagnements. C'est-à-dire la 7e orange, c'est le projet ou les projets qui te permettent de cheminer le plus vers toi, vers tes désirs profonds, et donc d'accomplir parfois des choses qui sont inconscientes, mais que tu as envie de réaliser. Donc, un projet à la fois. Donc, il faut saisir les oranges au fur et à mesure. Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis assez curieux parce que j'ai pas toujours cet échange avec mes clients et donc je suis curieux de ça. Comment, et surtout parce que moi, tu sais que je m'auto-coach ou je suis mon propre dictateur, donc donc c'est un peu différent. Du coup, j'ai un rapport avec mon dictateur qui est différent. Mais comment c'est de se laisser guider par quelqu'un ? De se laisser guider par quelqu'un ? C'est beaucoup de choses en même temps. D'abord, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même un choix de se laisser aller là-dessus. Pour moi, c'était rassurant parce que ça pose quand même un cadre. Et plus particulièrement avec toi, tu es tellement clair dans tes intentions et tu es tellement cohérent que même s'il y a des choses qui paraissent compliquées à comprendre, qui paraissent en dehors de ce qu'on peut imaginer, de notre mode de pensée. Tu veux dire les références cinématographiques ? Comment ? Tu veux dire les références cinématographiques quand oui, je t'ai voilà, perdu avec Hitchcock, les c'est ça ? références cinématographiques où Mickaël me perdait la moitié du temps, où j'étais là, je comprenais rien du tout. Je vais enlever ça du coaching. Non, mais parfois, oui, ça c'était un peu compliqué, mais en fait, au-delà de ça, ça pose un cadre qui est tellement clair que ça avance. En fait, ça permet de faire des bonds. C'est ça aussi l'intérêt de ce travail, c'est qu'on fait des bonds en avant, séance après séance, qui sont hallucinants. C'est un travail en accéléré. Enfin, peut-être que là, on a travaillé combien de temps ? Ça fait 6 mois. 6 mois, ça fait 6 mois. J'ai l'impression que ça fait un mois. C'est passé à une très, très vitesse. En fait, 6 mois de travail, ça paraît long, peut-être. Mais en fait, en 6 mois, on accomplit l'équivalent de ce qu'on pourrait faire en années. Parce que, et c'est ça l'intérêt de ton accompagnement. C'est parce que toi, tu déclenches des choses, tu plantes petit à petit. Et parfois, ça prend, parfois, ça prend pas. Mais quand ça prend, ça fait des baobabs. Donc, c'est ça, c'est se laisser guider. C'est une très bonne, c'est un bon exercice de lâcher prise. Et du coup, tu as ressenti quoi ? Moi, j'étais au début méfiante. Et ça, c'est normal. C'est normal. Et après, je me suis sentie en confiance. Je me suis sentie accompagnée. En fait, c'est l'idée de ne pas être seule. En fait, entre les séances, il y a des moments de passage à vide. Il y a des moments qui sont difficiles. Parfois, j'ai paniqué parce que je ne savais pas ce que j'allais te dire. Et après, il y a le moment où on accepte que parfois, je vais arriver à la séance et j'aurai rien à te dire. Ouais, ça fait partie du travail. Sauf que et c'est là l'intérêt et la bonne sensation d'être guidé, c'est parce que toi, tu es là pour recentrer le travail, dire ok, c'est pas grave, commence par là. Ou non, mais ça, peut-être que c'est secondaire. Tu vois, tu remets les priorités, tu replaces les choses dans le bon ordre. Ouais, c'est moi qui tiens l'agenda, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Et ça, ça te donne une vraie sensation de plénitude, d'énergie, de confiance, d'amour aussi dans un sens. L'amour. Si je peux me permettre ce mot, parce que c'est pas la relation du coach qui est mais c'est-à-dire que c'est peut-être pas fait pour ça, mais il y a quand même un soutien. C'est quand même une rencontre.
Pour moi, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire Ouais. que c'est une rencontre, il faut qu'il y ait un fit. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de fit, ne serait-ce que sur les valeurs, Mm. tu vois, il y a un truc, en tout cas pour moi, qui est très important. S'il n'y a pas de fit sur les valeurs et que je sens qu'il y a un moment où ça va accrocher, on va s'accrocher quand on va rentrer dans des sujets un peu complexes. Et là, ça ne pourra pas fonctionner, en fait. Ouais, bien sûr. Il faut quand même qu'à ce niveau-là, on soit aligné. Et je reviens sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, parfois, entre les séances, j'imagine qu'il y a de la peur, ou il y a effectivement de l'appréhension sur ce que tu... Mais en même temps, cette appréhension, elle participe du chemin de construction personnelle. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. qu'à la fois, tu sais qu'il y a un objectif, à la fois, tu sais qu'il y a des choses à rendre, à la fois, tu sais qu'il faut que tu donnes le max Ouais. pour chaque séance, et c'est hyper exigeant. Mm. Et en même temps, parfois, on n'y arrive pas. Et le fait de... Et c'est la difficulté, je trouve, quand on essaie de travailler seul, parfois, on n'y arrive pas, et du coup, on se démotive, on laisse tomber, Exactement. on fait rien, etc. Le fait d'être accompagné, parfois, on n'y arrive pas, et en fait, on se rend compte que c'est pas grave de pas y arriver. Et donc, déjà... ça participe de l'acceptation de l'échec, de l'acceptation oui. Non, mais ça permet, c'est évident que l'accompagnement, et d'autant plus avec toi, ça permet beaucoup plus de choses. C'est quand même le fait d'être guidé, c'est une chance, mais énorme, de ne pas être face à soi-même, d'avoir aussi... C'est sympa de ne pas être face à soi-même. Non, et bien sûr, mais c'est aussi pour des projets, c'est aussi, pour ma part, c'était de challenger mes projets. C'était de me faire avancer parfois pour des choses qui étaient un peu en dehors de notre travail, etc. Que toi, tu puisses challenger les idées, remettre les choses en place. C'est quand même une chance dingue d'être guidé. C'est aussi une chance quand même dans les deux sens. C'est-à-dire que j'en profite quand même au passage, au-delà de l'admiration, il y a un sujet pour moi, je te l'ai déjà dit, mais je me sens extrêmement privilégié de la relation qu'on a, de confiance, et effectivement, ça marche parce qu'il y a cette relation de confiance, et c'est parce que je sais que je peux tout te dire librement et tout pointer de sujets sur lesquels il y a des difficultés, mais en même temps en venant avec des solutions, évidemment, que effectivement je peux te tirer vers le haut, et du coup c'est une relation qui est extrêmement fluide, facile, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, et c'est la condition, je pense, pour que le travail fonctionne. J'en profite d'ailleurs pour rajouter que souvent, quand on me posait la question de... quand je devais expliquer qui tu étais, voilà, et que j'arrivais pas forcément à poser un mot sur est-ce que c'est un coach, est-ce que c'est... Voilà. Bon, maintenant, je dis coach, c'est plus simple. Mais c'est une relation qu'on a avec personne. Et c'est ça aussi la sensation qui est... une idée qui est importante dans le fait d'être guidé par quelqu'un d'extérieur et d'avoir ce guide, ce coach avec soi, c'est que c'est un cadre qui est unique, et donc ça permet beaucoup plus de choses. On a accès personnellement, et toi tu as accès chez nous à des choses qui sont complètement que tu dirais pas à tes parents, que tu dirais pas à ton frère, que tu dirais pas à tes amis. Ça n'existe pas, ce genre de rapport. Et c'est pour ça autrement. C'est pour ça que ça peut marcher aussi, parce Bien que sûr. tu acceptes de partager des choses, et j'accepte de te poser des questions parfois extrêmement intimes ou complexes, ou là où ça fait mal, justement pour te tirer vers le haut, mais justement parce qu'il y a cette relation. Ouais. Mais c'est pour ça, moi, j'ai les amis avec qui j'en ai parlé, etc. C'est ce que je dis le plus, et c'est pour ça que je les pousse à faire ce genre de travail. Et je leur dis, alors pour elles, c'est compliqué de comprendre, mais je leur dis, c'est ça qu'il faut imaginer, c'est que c'est une relation qui n'a pas d'autre équivalent. Donc, vous allez faire un travail qui n'est pas un travail de psy, qui n'est pas un travail de... Voilà, donc... Beaucoup de psychanalyse quand même dans le travail. Oui, évidemment. C'est plus que ça. Je le dis pour ceux qui seraient intéressés, Voilà. il va falloir se confronter à mais sa réalité psychique. Mais on peut pas commencer quelque chose comme ça si on n'a pas envie de se regarder. Hein. Psychiquement... Oui, c'est le point de départ, je pense. Bien sûr, évidemment. Et alors, c'est marrant parce que on a déjà évoqué, je voulais te poser cette question, mais on a déjà évoqué le fait que les étapes n'étaient pas forcément claires pour toi au fur et à mesure, et que du coup tu t'es laissé guider, etc. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu vois comment je t'ai emmené à la fois dans l'introspection? Est-ce que tu vois comment je t'ai emmené dans la projection? À quel moment? Ou c'est encore... ou t'as pas pris le temps de faire le recul là-dessus? Je l'ai fait complètement spontanément en exposant mon projet de documentaire à mon père. Et j'en ai profité pour faire un point. On fait des points régulièrement avec Michael sur des points d'étape, en fait, de où on en est dans le travail, ce qu'il faut souligner, des qualités, des points d'attention, etc. Et ces points-là, on les fait qu'entre nous.
Donc moi, pour mes parents, personnellement, il n'y avait pas forcément de retour. Et donc d'avancer. voilà. Et donc, quand j'ai présenté mon projet de documentaire, j'en ai profité pour faire un point sur ce que j'avais fait jusqu'à présent avec toi, etc. Et en fait, j'avais jamais fait ça. Et en le présentant, c'était très clair. Donc j'ai présenté, je dis voilà, de telle date à telle date, environ 1 mois, 2 mois, on a travaillé sur ces outils-là. Et en parallèle là-dessus. Et ça m'a permis d'ouvrir un peu mes horizons. D'abord, la première étape, c'était quand même la projection à long terme. Puis ensuite, on a essayé de recentrer. On a exploré des choses plus en profondeur avec la carte mentale, où là, on est allé chercher chaque point. Du coup, oui, c'est devenu, si je peux faire du coup un aparté, effectivement, avec toi, on a commencé par la projection, parce que c'est ce qui bloquait en premier, la projection à long terme. On aurait pu commencer par la carte mentale et plus commencer par l'introspection. Mais c'est vrai que du coup, on a fait d'abord projection, puis ensuite introspection. Est-ce que tu veux parler un petit peu de soit des outils, si tu as envie, s'il y a un truc qui t'inspire, ou est-ce que tu veux dire, est-ce que tu sais ce que ça t'a appris maintenant avec le recul, est-ce que tu as appris ou... Le travail d'introspection et de projection ? Ouais, l'ensemble. Alors ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, la projection, comme tu disais, qui bloquait beaucoup avec moi, ça m'a changé totalement ma perspective de projection. En fait, c'était pas une question de se donner une idée précise de ce que j'allais faire plus tard et de savoir tout de suite. C'était se permettre de se projeter. Et ça, c'était déjà un truc que j'arrivais pas à me projeter, j'arrive pas à me voir à long terme parce que je ne me permettais pas. Et notamment, on a commencé par la bucket list, c'était la première chose. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais quel outil super fun. Mais quand j'ai commencé à travailler... J'adore que tu dises ça. Est-ce que ça t'a fait peur au début ? Au début, c'était compliqué. La bucket list, c'était un enfer. Alors que aujourd'hui, je le vois comme quelque chose mais génial. Je me dis, mais j'adore revenir dessus. C'est une sorte d'aide à rêver, quoi. Exactement. Ça t'aide à rêver et à projeter les rêves que tu veux vraiment réaliser, comment tu peux les réaliser, en les structurant, etc. Mais c'est un exercice extrêmement difficile, tu soulignais très bien le point. La première étape pour pouvoir le faire, c'est déjà d'une certaine manière d'accepter de rêver et donc d'accepter de se projeter. Et malheureusement, beaucoup de gens en fait s'arrêtent là. Et donc tout le sujet, je reviens sur du coup l'objet de l'admiration, mais accepter de rêver, quoi. Accepter de projeter des choses et après vous verrez comment. Mais déjà le rêve c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis ça fait vivre l'espérance, donc faut y aller, quoi. Mais ça c'est rassurant pour la vie entière. Pourquoi c'est rassurant pour la vie entière ? Parce que ça veut dire que cette bucket list là, elle va être actualisée et que je pourrais refaire la même chose dans 30 ans avec d'autres choses. Et ça veut dire que le rêve ne s'arrête pas. Moi j'avais qu'une angoisse, c'est d'avoir le chemin de vie qu'on me demande d'avoir, de devoir accomplir être dans tel job, gagner tant d'argent. Et en fait... tu soulignes un truc qui est intéressant, pardon, je te coupe. Oui, vas-y. Tu soulignes un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que la bucket list, quand elle est bien faite, quand on l'a fait, très immodestement, qu'on l'a fait comme on l'a fait ensemble, effectivement, ça peut être même fait à 45 ans, quand il y a une réussite extraordinaire, pour se dire, ok, maintenant, comment j'apprends à rêver, comment je m'ouvre à d'autres rêves. C'est quand même mais des rêves qu'on peut attraper quand même. C'est aussi ça, la dualité, c'est que c'est toujours des rêves qu'on peut attraper. Oui. En fait, ça va du rêve qui paraît grand, qui paraît parfois inatteignable, etc., à des choses qui sont de la vie de tous les jours, mais qui rendent notre vie, qui pourraient nous permettre de nous réaliser autrement. Ça va d'apprendre 5 langues à partir au Mexique faire un saut en parachute. J'en sais rien. C'est des choses qui sont très très larges. Il y a même des choses beaucoup plus bêtes et beaucoup plus accessibles que ça. Il y a aussi des choses du quotidien. Voilà. Et je me souviens quand j'ai commencé à bosser sur cette bucket list, je l'ai écrit sur papier. Ça m'emmerde. Je n'arrive pas à faire cette bucket list. C'est difficile. Et ma liste, pour l'instant, me paraît nulle. Parce que j'arrivais pas à mettre des choses qui sont plus simples, plus futiles, qui paraissent plus futiles, mais qui sont en fait essentielles. Elles sont essentielles parce que les choses qui sont plus futiles dans la bucket list, elles participent de notre bonheur quotidien. Et ce bonheur quotidien, c'est la base pour l'accomplissement à court, à moyen, à long terme. D'où l'intérêt de cette bucket list qui classifie quand même, il faut le préciser, les différents projets entre du long terme sérieux, du long terme un peu plus léger, du court terme sérieux et du court terme léger, qui permet d'avoir un panel de choses très large, en fait. C'est ça qui est super. Du coup, d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce que tu exprimes,
c'est que quand t'es pas à ce niveau de liberté, d'ouvrir autant les possibles, ça fait peur. Ouais. Et puis une fois que tu passes le cap, c'est l'inverse. T'as juste une Exactement, autoroute ouais. avec une voiture avec carburant infini devant, et puis tu peux aller où tu veux, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que du coup, tu arrives maintenant, après cette conversation, après toutes les conversations qu'on a eues ces dernières semaines, tu arrives à voir ta progression ou pas? Je veux dire, de manière. On pourrait rentrer dans tous les détails, on pourrait faire une carte mentale de tout ce que tu as accompli, ma progression. c'est ça, de ta progression, etc. Mais est-ce que tu arrives à voir du coup toute ta progression quand même sur les 6 mois? Oui, évidemment, ma progression, déjà parce qu'elle s'est matérialisée dans des projets. Mais plus que ça, parce que en tant que personne, j'étais tellement heureuse de t'entendre me dire aujourd'hui que je me suis rapprochée de ma 7e orange. Ça m'a fait tellement plaisir. Parce que pendant longtemps, j'étais là, bon, elle est où cette 7e orange là? Mais tu voulais rajouter? Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est là, t'en es, toi, si j'ai le droit de le dire, à l'étape où tu te fais confiance, tu te connais, tu sais sur quoi tu dois t'appuyer pour trouver ta 7e orange. Et maintenant, t'as juste qu'à te faire confiance et la chercher. Et c'est déjà extraordinaire d'arriver à ce moment de confiance, de se dire, je sais pas ce que je vais faire, mais je sais sur quoi je dois m'appuyer, je vais chercher. En fait, je pense que là où je vois ma progression, c'est parce que la façon dont j'engage ou j'envisage la suite, c'est un grand terrain de jeu. Et ça, c'était pas gagné. Parce que moi, tout ce que je voyais, c'était des choses compliquées qui me correspondaient pas, le fait qu'on voulait me caser, qui me faisait peur. Et là, en fait, déjà d'avoir la perspective d'oser, de ressentir le fait que je suis dans une phase d'expérimentation, d'être en paix avec ça, ça fait partie de ma progression. Et en plus de ça, je me sens personnellement je me sens grandie, évidemment plus mature, etc. Mais aussi plus assumée. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est un de tes gros accomplissements. C'est vraiment une grosse progression pour moi. Je suis passée d'avoir vraiment des petites idées. Je commençais un peu à à toucher du doigt des choses, à réfléchir, etc. Mais il y avait un gros plafond qui m'empêchait de passer de l'autre côté et d'oser. Et là, je suis passée à un cap où non seulement j'ai osé, donc j'ai pris confiance, je me suis assumée pour moi et devant les autres. Et du coup, j'ai la possibilité de me dire que je peux le refaire. Ça, c'est ça la progression. Donc, parfois, évidemment, j'ai des moments de doute, j'ai encore des moments où je suis, c'est difficile, etc. Mais ça ne partira pas. C'est-à-dire que mon accomplissement, je le ressens, je le sais. Et je pense que c'est parce que je ressens ça que je peux aussi aborder, je peux accepter mes moments de doute beaucoup mieux. Oui, parce que tu te l'es prouvé, en fait. Tu te l'es prouvé, tu l'as partagé avec les autres, tu as vu la réaction des autres, j'imagine aussi. Ça, c'est un peu des moments clés aussi, quand tu fais quelque chose d'incroyable et que tu vois dans le regard des autres le changement qu'ils portent sur toi. Ouais, c'est ça, de surprendre les autres, de les impressionner, de leur montrer une facette qu'ils n'avaient pas du tout vue de toi. Ça, c'est merveilleux. Et alors, je reviens sur un truc que tu as dit aussi, que je trouve très intéressant. C'est que tu as dit que d'une certaine manière, maintenant, tu envisages l'avenir comme un terrain de jeu. Et je trouve que ça, c'est un sujet qui est fascinant parce que pour beaucoup de gens, il y a accomplissement, mais dans la souffrance. Et l'un des enjeux aussi, je crois qu'on a un peu travaillé là-dessus, c'est accomplir, oui, mais avec le sourire et sans être dans une positivité vide ou bête de life is good, faut voir les choses de manière positive, etc. Non, effectivement, tu le dis, il y a du doute, il y a des doutes, il y a des moments difficiles, il y a des choses à encaisser, il y a des aléas. Pour autant, quand tu es dans la bonne direction et que tu fais des choses qui t'enthousiasment, ben c'est quand même enthousiasmant en fait. Oui, et c'est une question de trouver sa bonne combinaison. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi. J'ai un souvenir de moi quand j'avais 16-17 ans et j'ai dit à ma mère mais en fait moi tout ce que je veux c'est m'éclater. J'avais déjà cette l'équivalent de je suis pas venu là pour souffrir. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'avais déjà cette idée-là et elle m'a répondu en me disant mais le travail, c'est pas s'éclater. Pourtant, elle est super ouverte d'esprit, etc. Mais sa réponse, c'était quand même de me dire mais tu sais, quand on bosse, quand on a sa boîte ou quand on est en salarié, etc., la vie, c'est pas de s'éclater.
Et je me suis vraiment dit ce jour-là, mais c'est pas possible, elle doit se tromper. Parce que moi, j'envisage pas. J'envisage pas ma vie comme ça. Bah, il y a des contraintes. En revanche, tu peux trouver du coup ta 7e orange, tu peux trouver un endroit où les contraintes qui sont les tiennes Voilà. ne sont pas pour toi. C'est ça la clé. Exactement. Et ça fait partie des accomplissements de ce travail. C'est que je suis évidemment consciente, et parce que j'en ai fait l'expérience, qu'il y a des difficultés, des moments difficiles, de doute, parfois où on n'arrive pas à se relever, où on n'arrive pas à trouver la clé pour sortir de soit la négativité, soit les doutes, soit la peur. Mais ce travail-là, il m'a quand même reconnectée à cette envie de m'éclater. J'ai reconnecté avec la petite fille Non, mais- avec l'ado de 16-17 ans, c'est ça? Non, mais dans un sens, c'est quand même génial. Parce que ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction des moments difficiles et qu'ils ne se produiront plus. Ça veut... Alors, c'est clé ce que tu dis. Pour moi, ça c'est un sujet majeur de développement. On ne peut pas faire abstraction, mettre sous le tapis, ignorer Ouais. les moments difficiles, les aléas, ce qu'on est obligé d'encaisser, les difficultés quand on monte un projet. Mais à l'inverse, il faut les accepter, voir, et surtout ce que tu disais tout à l'heure, ça, c'est la réalité. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais en sorte que soit ça me soit utile et que je m'appuie dessus, soit que malgré cet aléa, je puisse accomplir le projet que je veux réaliser. Totalement. Ok. Merci Laetitia. Je te propose qu'on Avec passe aux plaisir. petites questions de la fin, les petites questions fun, Génial. j'espère. Alors, c'est inspiré de Proust. Quel est le mot que tu préfères? Le mot que je préfère? Putain, c'est horrible ces questions. Vraiment là, tu me fais faire un truc. J'ai l'impression de repartir dans nos premiers mots où je travaillais avec toi. Tu me demandais de choisir un mot pour un truc. Ah ouais, bah ça, ouais, c'est comme ça qu'on va à l'essence. Bah, je vais te répondre très simplement la joie. Parce que mon prénom c'est Laetitia, ça veut dire la joie en latin. Je pense que ça me correspond, donc j'y suis attachée. Bah je suis d'accord, ça te correspond bien. Le mot que tu détestes? Angoisse. En même temps, il est marrant quand même. J'ai le droit à un autre mot alors T'as peut-être. droit à ce que tu veux, oui, vas-y. Non, angoisse, j'aime pas ce mot. Angoisse, ok, ça me va. Alors ça, j'adore cette question. Le bruit ou le son que tu préfères? Le bruit ou le son que je préfère? La mer. Mais quoi, le Écouter ressac? les vagues. Les vagues, avec mais du quand vent. Ah, donc le claquement dans les vagues? J'aime entendre les rouleaux, la mer, être au bord de la mer et entendre les rouleaux, le cassage des vagues, comme si j'étais là, mais version sonore. Comme si j'étais sur la plage, la nuit, avec le vent. Ça, c'est un souvenir d'enfance. Hein. Ça ressemble à un souvenir d'enfance. Ça, c'est un souvenir d'enfance. Tu t'en souviens ou tu penses? Ah oui, 100%. Ça, c'est mon berceau sur la plage à la Martinique à 6 mois. Ça, c'est sûr et certain. Waouh. Et depuis, j'ai un nombre d'audios de mon téléphone de la mer, simplement ça. Hein. Mais ça c'est de l'enfance. C'est ce qui te calmait dans l'enfance. C'est évident. C'est extraordinaire. Merci pour ce moment. Merci de partager ça Merci avec beaucoup, nous. Mickaël. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Je disais juste merci pour cette réponse. Ouais, avec Il y a encore des plaisir. questions. Ok. La qualité que tu préfères chez les autres? La sincérité. Peut-être qu'il y avait ça aussi dans notre relation. Il y avait ça où? Dans notre relation. Ouais. Je crois que c'est un des appuis quand même de cette relation. Oui. C'est de pouvoir être sincère l'un avec Voilà. sincère l'un avec l'autre. mais c'est que ce soit évident. à la fois dans les moments difficiles, comme dans les moments où je dois te dire aussi des choses qu'elles soient belles ou pas forcément positives, mais sincères. Et parfois ça peut être Ouais. pas gênant parce que j'ai pas de gêne, mais voilà, c'est toujours un petit passage d'étape quand même. Non, mais la sincérité, elle est clé. On peut pas travailler avec toi si on n'est pas sincère, nous. Toi, tu es sincère à 100%. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne et ça fait partie évidemment des piliers. C'est pas possible autrement. J'avais pas pensé à ça. Non, mais pour moi, mais c'est évident. Oui, c'est bête Mais de ma part. parce que tu es sincère,
tu peux nous faire avancer, tu peux nous dire... parce que ta sincérité, elle Parce que se... ça vous amène à votre propre sincérité, Oui. j'ai l'impression. Ta sincérité aussi, elle est couplée avec, t'aimes pas ce mot, mais la bienveillance. La bienveillance, elle est couplée avec le fait, l'intention, c'est l'intention de nous faire avancer. C'était sincère dans l'intention que ça débloque des choses, que ça nous fasse progresser, que c'est pas de la sincérité pour dire tout ce que tu penses. C'est pas intéressant, tu vois. Bah, ça n'a pas d'intérêt, oui. Voilà. Et c'est essentiel. Ok. Alors, avant-dernière question. À ton avis, la personne qui mériterait d'être admirée dans notre société? Je vais te dire la première personne qui m'est venue en tête, c'est une amie de ma mère qui s'appelle Kaline. D'ailleurs, ce surnom, elle s'appelle Marie-Caroline. Voilà, c'est ça, parce que explique que c'est un surnom quand même. C'est un surnom. Elle s'appelle Kaline et je pense moi, je la trouve extrêmement inspirante. C'est quelqu'un que personne ne remarque. Et pourtant, je pense que c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être beaucoup plus admiré. Mais c'est parce qu'elle est... parce qu'on la remarque pas, peut-être qu'elle est si... Pourquoi on la remarque pas? Bah déjà, elle a un handicap de naissance. Elle est née avec un pied-bot. Et donc, elle a grandi dans une famille où voilà, elle était l'enfant handicapé qui a subi des opérations, etc. Donc, elle s'est construite de façon différente. C'est construit à la marge, tu veux dire. Et puis, au-delà de ça, je pense que moi, je l'admire pour des raisons très spécifiques. D'abord, elle s'adresse à tout le monde de la même façon. Elle s'adresse à un adulte, à un enfant de la même façon. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre, peu importe. Elle n'a pas de filtre en fonction de la personne à qui elle s'adresse. Ça, je pense que c'est une des choses que j'apprécie le plus chez les gens qui sont capables de faire ça. Ça veut dire qu'en fait, elle considère que chacun a la même valeur. Voilà. Comme toi, elle est extrêmement sincère quand elle aime ou quand elle n'aime pas. Et c'est ce chemin-là moi, ça fait partie des choses sur lesquelles je chemine. D'être sincère, d'être... Le curseur sur le fait de s'adresser pareil à tout le monde et d'être ouverte à toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur milieu, je pense qu'il est assez poussé comme je Bien sûr. Mais ça fait partie des choses que j'admire chez les gens. Et voilà, pour moi, c'est la première... Et à ton avis, pourquoi elle s'adresse de la même manière à tout le monde? Parce qu'elle ne fait pas de différence. Peut-être aussi parce qu'elle accepte toutes les facettes de sa personnalité et que du coup elle juge pas les autres. Exactement. Et je pense que aussi c'est quelqu'un qui, peu importe ses croyances et sa personnalité, le milieu dans lequel elle a grandi, ça ne définit pas son regard sur les autres. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est quelqu'un qui ne laisse pas son passé. Elle a quand même vécu des traumatismes énormes. Et elle ne laisse pas son passé entamer sa personnalité, entamer sa façon d'engager vers les autres. Elle a accepté ça, elle s'est regardée, elle a fait le tri, et ensuite elle a avancé dans sa personnalité à elle, sans que son vécu soit... Tu veux dire qu'elle est libre en fait. Voilà, exactement, elle est libre totalement. Et alors, dernière question était sauvée. Qui est-ce que tu voudrais voir te succéder dans le podcast, dont tu aimerais connaître le parcours, mieux comprendre la complexité, etc. Je trouverais ça intéressant que tu accueilles, mais elle a fait déjà pas mal de podcasts, mais je trouverais ça intéressant que tu accueilles Frédérique Bedos, qui est la fondatrice d'un projet philanthropique, une ONG, qui s'appelle le Projet Imagine, que je connais particulièrement parce que c'est une amie de ma mère. Et c'est quelqu'un qui a non seulement une vie totalement particulière, mais qui a aussi une façon de voir les choses pleine d'espoir, d'envisager le monde, une très belle façon d'envisager le monde, qui a une personnalité extrêmement singulière. Et je pense que ce serait intéressant que tu la reçoives dans ton podcast. C'est bien noté, j'ai noté son nom, j'ai noté son ONG. Merci encore
Laetitia, Merci à pour toi. ta présence, pour ton échange, pour ta sincérité. Évidemment, pendant cette heure passée ensemble, et puis évidemment pour tous les moments qu'on a passés ensemble. Et puis évidemment, à très vite. Merci, Mickaël. Au revoir. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. À bientôt pour justement le prochain épisode. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.